Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 9 mars 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission et bon retour au programme régulier. Oh, ça fait du bien de vous avoir, de vous revoir. Je vous ai manqué. J'ai manqué l'épisode de vendredi qui s'est fait sans dire nécessairement dernière minute, mais conflit d'horaire et circonstances ont fait en sorte que j'ai pas pu être là. Félix et Pop ont fait de la sale grosse job. Si jamais vous avez toujours pas écouté l'épisode qu'on a publié vendredi, c'est super simple. C'est un récapitulatif de 45 minutes concernant la date limite des transactions, analyse et réaction de Félix et Pop qui, soit dit en passant, là, c'est son tour de ne pas être présent ce soir. Alors, ça va juste être Félix et moi. Et Félix, qu'est-ce qu'on écoute comme musique ce soir? On écoute un petit. J'ai mis toutes mes 3000 tunes en aléatoire pour ce show-là. Fait que ça va être une grosse boîte à surprise pour pas mal tout le show. Fait que j'ai hâte de voir où ça va me mener. Ça se peut qu'à un moment donné, pendant que tu parles, je change une tune que j'aime pas. Fait que on va gérer ça. On va freestyler un petit peu ce bout-là ce soir. Ça va être une boîte à surprise un peu comme la NFL cet après-midi parce que non seulement vendredi, on a eu droit à la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, mais là, en ce dimanche, il n'y a pas de football, mais il y a de la négociation de contrats, il y a des échanges et certainement beaucoup de surprises au football de la NFL. Et je pense qu'un truc qui retient beaucoup de cette entre-saison maintenant qu'on est embarqué dedans, c'est un plan de reconstruction chez les Seahawks de Seattle. Ce qui, on avait Pete Carroll qui a quitté le navire il y a quelque temps déjà. Et puis là, on a DK Metcalf qui avait demandé à être échangé plus tôt cette semaine. Et quelques jours plus tard, on a Geno Smith qui a été échangé aux Raiders de Las Vegas. Avant de toucher à Geno Smith, on va s'attaquer à DK Metcalf parce que c'est très, 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 très cool ce qui se passe. DK Metcalf qui, après avoir demandé à être échangé, les Seahawks ont annoncé avoir baissé leur demande en termes de prix pour aller chercher DK Metcalf. Finalement, on a trouvé preneur chez vos Steelers de Pittsburgh. Ah! Ça faisait du bien de dire ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Mais DK Metcalf, Félix, est un membre des Steelers de Pittsburgh. Puis finalement, là, alors on enregistre ça, il n'y a toujours pas de carrière. Mais tu peux le dire finalement parce que je sais que tu étais un gros hater de l'alignement offensif, plus particulièrement le groupe des receveurs chez les Steelers. Là. Mais on a finalement un bon duo de receveurs. Ça faisait tellement longtemps que les Steelers allaient chercher un receveur. Je veux dire, je pense que tous les receveurs disponibles dans les 2 dernières années ont été liés à un moment donné aux Steelers. Brandon Ayuk, Cooper Kupp. Il y en a d'autres que j'oublie. Le Metcalf aussi avait circulé à un moment donné, DK Metcalf. Et là, finalement, Metcalf qui aboutit avec les Steelers. Metcalf, tu vois, c'est un joueur que clairement, tu regardes les outils physiques, le talent. Il n'y a aucun doute que ce gars-là a tout pour réussir. Par contre, des résultats un peu coussi-coussa à Seattle. Peut-être que la dernière année avait déjà la tête un peu ailleurs. Surtout qu'on l'a vu demander un échange, peut-être qu'il avait déjà un petit peu la tête ailleurs. Là, maintenant, il va falloir que on l'a payé assez grassement, 150 millions sur 5 ans, 30 millions par année. Ça va être un énorme contrat. On donne un gros vote de confiance à Metcalf. Lui et Pickens, ça va faire un beau duo de receveurs pour la personne qui va leur lancer le ballon. Parce qu'on ne sait pas c'est qui. On sait que Sam Darnold pourrait être une cible des Steelers demain quand le marché va ouvrir. Je ne sais pas trop comment on va gérer cette position-là de carrière chez les Steelers, mais clairement, Metcalf, ça améliore le plancher de cette attaque-là, en tout cas. Puis on avait besoin d'un receveur, puis on vient d'aller le trouver en DK. C'est ça, la voix, tu parles de performance un peu coussi-coussa. Peu importe le débit de ses performances, ça demeure un upgrade à la position. Puis certainement, peu importe qui va lancer le ballon, c'est sûr que maintenant, les défensives adverses vont devoir envoyer ben du personnel assez loin dans le terrain parce que on savait que George Pickens était déjà quelqu'un
d'assez dangereux sur la longue passe. DK Metcalf, c'en est un juste par son gabarit athlétique. On a parlé de DK Metcalf, mais Geno Smith, c'en est un autre qui plie bagage et qui s'en va chez les Raiders. Va revoir son ancien entraîneur-chef, Pete Carroll, à Vegas. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que finalement, on a un carrière pour tenter de finir 3e avec les Raiders? Je pense que les Raiders voulaient avoir quelqu'un pour assurer une transition au moins. Là, moi, depuis le début, quand Pete Carroll a été embauché, je me suis dit qu'il va aller rechercher Russell Wilson. Finalement, il est allé rechercher une de ses anciennes carrières, mais il est allé chez Geno Smith à Seattle. Geno Smith, qui a relancé sa carrière à Seattle, comme on le sait, était pendant 10 ans à peu près, ça allait mal avec les Jets et les Giants. Finalement, à Seattle, a relancé sa carrière. Quand tu penses à Geno Smith, tu ne penses pas à un top 5 de la NFL, même peut-être pas un top 10, mais ça reste un bon carrière partant et ça vaut son pesant d'or dans la NFL d'avoir un bon carrière partant. Pour un choix de 3e ronde, en plus, c'est vraiment pas énorme ce qu'on paye pour Geno Smith. Un peu vieillissant, c'est vrai, puis ce sera probablement pas là au moment où les Raiders vont recommencer à être compétitifs, mais juste au moins d'avoir quelqu'un qui est là, puis on parlait tantôt d'élever le plancher, ben c'est ce que Geno Smith va faire. C'est tellement horrible l'année dernière avec Gardner Minshew et Aidan O'Connell. Ça a été horrible comme année avec les Raiders. Puis juste d'avoir un gars comme Geno Smith qui va au moins stabiliser un peu cette attaque-là. Là, par exemple, on n'aura pas le personnel qu'il y avait à Seattle avec des Tyler Lockett, DK Metcalf, Jackson Smith-Njigba. Non, mais attends un peu, là. Ils ont quand même du bon personnel en attaque maintenant. C'est ça. Il y a quand même Brock Bowers, Jacoby Myers. Oui. Peut-être qu'on va chercher une autre arme offensive, mais c'est genre de voir comment ça va fonctionner pour Geno dans un système où il n'y aura pas toutes ces ressources-là. Il y en a quand même des bonnes, mais peut-être pas nécessairement ce qu'il y avait à Seattle. Puis dans une division qui va être extrêmement compétitive aussi avec les Chiefs, les Broncos, puis même les Chargers. Ça va être ces trois excellentes équipes. Fait que ça va être super intéressant, mais je pense que c'était les Raiders aller chercher Geno Smith pour un choix de 3e ronde dans une année où est-ce que les carrières disponibles, c'est Sam Darnold, puis fait que je pense que c'était vraiment ta meilleure option, puis... Ouais. J'ai tellement hâte qu'on apprenne pendant le show que Sam Darnold va être le nouveau carrière des Steelers. Ça va. On dirait que c'est qu'il fallait. Faudrait tant que c'est pas Aaron Rodgers. Là, je suis content parce qu'il y a quelques semaines, on a jasé du fait que son nom a été associé à celui des Steelers. Puis finalement, tu vois, il va vraiment suivre à la lettre, probablement, le chemin de carrière de Brett Favre. C'est fou. Mais malgré tout ça, on va quand même continuer pour ce qui est du restant de l'américaine, alors qu'on a aussi eu un gros nom qui est arrivé sur le marché des joueurs disponibles avec Myles Garrett qui avait demandé à être échangé, lui qui porte les couleurs des Browns de Cleveland depuis tellement d'années, en fait depuis même qu'il est dans la NFL, s'apprête à embarquer dans ce qui va être sa 9e saison professionnelle, puis il y a juste eu des bonnes saisons pas mal à Cleveland. Il y a eu un titre de joueur défensif de l'année, plusieurs participations au Pro Bowl, maître pour les sacs. Honnêtement, tout y est. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple. Ouais, écoute, on s'enligne pas mal sur ça pour Aaron Rodgers. En fait, c'est les Vikings, ça a discuté, mais sinon, on a aussi les Giants. Je pense que c'est peut-être une destination à surveiller. On imagine Aaron Rodgers qui ça n'a pas marché avec les Jets, essaye de relancer ça avec les Giants après. Pourquoi pas, jamais une fois 102 à New York. Pourquoi pas aller se repéter à gueule avec une autre organisation dysfonctionnelle à New York? Ah, définitivement, ça serait tellement drôle de voir ça, mais... Écoute, m'a donné... Il est willing de continuer à jouer si j'étais lui. Tu sais, les signes que l'univers m'envoie
Si j'avais ces mêmes signes-là, je me dirais, bon, tu sais quoi? Je pense que c'est terminé. Ah, mais t'imagines, moi, je suis convaincu qu'il espérait tellement que Matthew Stafford s'en aille, puis pour qu'il puisse aller se ramasser avec les Rams, là, je suis convaincu que Rodgers espérait juste ça. Pour qu'en plus rejoue avec Davante Adams qui a signé avec les Rams. Tu vois, tout est dans tout, man. Puis on va en parler vite de Davante Adams. Honnêtement, pour les Rams, c'est un bon coup. On avait besoin d'un numéro 2 derrière Puka avec cette équipe-là. Puis, oui, on avait Cooper Kupp, mais Cooper Kupp, les Rams semblent vouloir s'en débarrasser. On investit quand même. Ça va coûter plus d'argent de faire ça, de signer Adams et de libérer Cooper Kupp que ça en aurait coûté de garder Kupp. Mais on a préféré aller chercher un gars qui est une arme au niveau extérieur. Cooper Kupp, à ce stade de sa carrière, est vraiment un gars qui joue des tracés courts et tout, un gars d'intérieur plus qu'autre chose. Avec Adams, on va chercher une vraie cible extérieure qui va aussi libérer des tracés courts pour Puka, ou est-ce que c'est une grande force. Fait qu'on diversifie un peu notre attaque avec les Rams. Oui, ça va coûter un petit peu plus cher de faire ça, mais je pense que si tu avais Davante Adams qui voulait venir jouer avec toi, c'est quelque chose qu'il fallait que tu essaies de faire. Puis je pense que ça dynamise un petit peu cette attaque-là. Il y a un monde dans lequel Davante Adams commence à en arracher cette année, un peu comme Cooper Kupp l'an dernier. Mais si Davante Adams a encore une ou deux bonnes saisons de football dans le corps, comme on connaît Davante Adams, ça va donner un sacré duo avec les Rams. Puis Matthew Stafford va avoir du gros fun avec cette attaque-là. Surtout si on va chercher un ailier rapproché au repêchage. Ben c'est ça qui est le fun. C'est qu'à New York, autant qu'il était avec son grand chum Aaron Rodgers, il n'y a rien qui fonctionne dans cette équipe-là. Aucun du personnel d'entraîneur savait comment faire fonctionner ce duo-là. Puis, effectivement, tu es avec un carrière âgé à 40 ans, son ego est trop dans le chemin, puis il n'y a rien qui allait fonctionner. Mais là, tu te retrouves dans une situation à Los Angeles où tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte, le monde sont prêts à aller travailler, les gens sont prêts à donner des efforts pour aller gagner un championnat, puis tu as un maudit bon entraîneur-chef en Sean McVay qui est assez créatif pour cette attaque-là. Qui est capable de sortir le meilleur de ces gars. Souvent, tu vois des joueurs que la carrière en arrache un peu, se ramassent avec les Rams, prolongent leur carrière un petit peu, ou relancent leur carrière. Baker Mayfield est le meilleur exemple de ça. Là. Fait que Sean McVay est bon pour sortir le meilleur de ces gars-là. Puis je pense que s'il a vu de quoi en Davante Adams, au point de vouloir laisser partir Cooper Kupp, qui est ce gars. Sean McVay adore Cooper Kupp, puis les Rams étaient loyaux à ce gars-là, mais si on a vraiment vu quelque chose dans Adams, c'est parce que Sean McVay croit qu'il peut sortir le meilleur de ce gars-là puis dynamiser son attaque. Puis on a vu à quel point Cooper Kupp a tellement été une pièce tellement importante pour les Rams toutes ces années-là, puis c'est grâce à lui, ils ont maintenant un championnat aujourd'hui. Parlant de championnat, OK, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu rire aujourd'hui. Parce que DK Metcalf n'est pas le seul joueur vedette à avoir demandé un échange, mais Myles Garrett des Browns de Cleveland a aussi demandé un échange. On se demandait, bon, qui est-ce qui était pour aller chercher? Ben finalement, Félix, il ne déménage pas. Il va rester à Cleveland sur un sale contrat de 4 ans par une moyenne de 40 millions de dollars annuellement. Et avec ça, on garantit une clause de non-échange, mais ce qui est drôle, c'est le communiqué qui sort avec où on dit le chemin de Myles Garrett est de rester en Ohio et de rester à Cleveland. Tellement qu'il est loyal à l'Ohio, son chemin sera de Cleveland à Canton, où il tente de la renommée et où il y gagnera un championnat. Il manque, écoute, le championnat, je suis un peu moins sûr. Puis c'est drôle quand même parce que Myles Garrett, quand il avait fait sa demande d'échange, je disais moi, c'est pas nécessairement que c'est pas un problème d'argent avec Cleveland. C'est vraiment que j'aime pas la direction dans laquelle l'équipe s'en va. Mais tu vois, il n'y a rien qu'un petit 40 millions par année peut rien arranger. Tu vois, la direction de l'équipe a tellement l'air mieux quand tu avec 123 garanties. Tu sais, c'est drôle comment la direction de l'équipe a l'air tellement mieux quand tu vas offrir ce contrat-là. Non, puis tu sais, on avait vu cette semaine, Myles Garrett semblait vouloir se rapprocher un peu de Cleveland. Ça avait fait sa demande d'échange, puis avait voulu parler au propriétaire et tout. Mais tu sais, c'est. Tu vois, money talks, comme on dit en anglais, puis c'est. Et Myles Garrett a eu un énorme contrat, aurait été fou de ne pas le signer. Et là, tu regardes Myles Garrett signer ça, qui va réinitialiser le marché pour les non-carrières. Là, maintenant que Myles Garrett s'est fait, penses-tu que Micah Parsons, qu'il faut qu'il négocie un contrat, est content de voir que Myles Garrett vient de signer pour 40 millions par année? Penses-tu que Ja'Marr Chase est content de voir que ce contrat-là a été signé? Penses-tu que TJ Watt, qui pourrait signer un nouveau contrat, est content? Penses-tu que Trey Hendrickson, tu sais,
tous ces gars-là voient le marché augmenter en ce moment. Fait que Myles Garrett, non seulement décide de rester à Cleveland, mais fait en sorte qu'il y a tellement de gars qui vont se faire payer pendant la saison morte. Max Crosby, c'était juste un début. Là, c'est Garrett. C'est ça, on pensait que Max Crosby, ça allait être comme... Ouais. Mais ben, il y a... Oui, puis... Ouais. Il n'a pas attendu très longtemps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis j'ai hâte de voir surtout à Dallas parce que il n'y a plus rien qui fonctionne là-bas. Puis même pour TJ Watt, je suis un peu perplexe à ce qu'il y a. Tu as mentionné par contre Trey Hendrickson qui, lui aussi, si Pop était là, aurait pu mentionner peut-être le prix du raisin de la semaine parce que Trey Hendrickson, qui est des Bengals de Cincinnati, qui demande à être échangé. Ou du moins... C'est un peu perdu, mais au grand minimum, l'organisation le permet d'aller magasiner un échange. Puis après ça, tu as Hendrickson qui va faire une sortie publique puis qui fait « Oh, il n'y a jamais eu d'autre option que Cincinnati. » Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça sent le gars qui réalise qu'il y a peut-être rester pas loin de Joe Burrow, c'est peut-être une bonne façon de gagner. Mais là, l'affaire, on parlait de Myles Garrett qui réinitialise le marché, OK? Cincinnati se fait vraiment avoir par ça. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. C'est terrible. On a payé énormément pour Joe Burrow en partant. Là, il faut payer Ja'Marr Chase qui va demander probablement 40 millions par année. T. Higgins qui va probablement vouloir 30 millions par année. Trey Hendrickson qui, lui, voit ça, va probablement 30-35 millions par année. Tu peux pas payer tout le monde. Puis, je veux dire, Cincinnati a attendu avant de payer ses joueurs. Cincinnati est une équipe qui n'a pas nécessairement beaucoup d'argent liquide au niveau des propriétaires. Fait que c'est souvent quelque chose qui joue contre eux. Parce que quand tu donnes une prolongation de contrat à un joueur, il faut que tu mettes l'argent dans une fiducie pour que les gars soient payés avec cet argent-là. C'est un peu technique, mais c'est ça qui désavantage les Bengals par rapport aux Eagles, par exemple, qui ont beaucoup d'argent liquide à donner. Fait que là, les Bengals sont un peu pris avec ça parce qu'on a attendu. Là, le marché joue contre nous, puis on a comme 3 gars assignés dans un marché qui vient d'exploser. Les 3 vont vouloir 30 à 40 millions par année. Il y a quelque chose qui va lâcher à Cincinnati à un moment donné. Je comprends Hendrickson de vouloir rester, mais si Hendrickson veut se faire payer, je pense que ce ne sera pas à Cincinnati que ça va arriver. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on va prioriser Chase. Peut-être Higgins, mais je ne sais pas comment on va faire. Honnêtement, je t'admets, je suis étonné que T. Higgins soit toujours là. Ouais, un peu moi aussi. On lui a donné l'étiquette de joueur de franchise pour le garder cette année. Mais oui, ça parlait beaucoup de le voir tester le marché de l'autonomie. Finalement, reste à Cincinnati. Est-ce qu'on essaye encore une autre année? Est-ce que la pression de Joe Burrow qui dit qu'il ne voulait pas que le groupe soit démantelé, est-ce que ça a joué un rôle? Peut-être. Mais là, Cincinnati, j'ai l'impression qu'on joue avec le feu, mais la facture s'en vient et elle va coûter vraiment, vraiment cher, cette facture-là. Tandis que c'est peut-être... sans dire l'année de la dernière chance, mais je veux dire, avec ce trio de Burrow, Higgins, Chase, c'est probablement le dernier qu'on va avoir parce que là, T. Higgins, je peux bien comprendre le franchise tag, mais à un moment donné, il va vouloir être payé, puis je pense que ça va être la dernière. Puis on va voir ce qui va se passer avec Ja'Marr Chase aussi. On va voir avec certainement le contrat qui s'en vient, puis le marché qui est un peu réinitialisé grâce à Myles Garrett. Pour rester dans l'américaine, on a aussi les Bills qui ont fait beaucoup de transactions aussi, et non pas nécessairement des échanges, mais des transactions étant des nouveaux contrats avec les joueurs qui eux-mêmes ont repêché, qui eux-mêmes ont développé. Puis ça, c'est vraiment cool parce que non seulement on est allé sécuriser Josh Allen pour un autre 6 ans, on va dire au minimum, là, mais au moins pour les 6 prochaines années, contrat de 330 millions. Encore une fois, comme à chaque entre-saison et chaque corps arrière vedette qui signe, c'est le contrat le plus large de l'histoire de la NFL. Ben voilà. Puis c'est quand même un sale contrat, Félix, de 6 ans, 330 millions. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Ça a demandé qu'on se départisse de Von Miller qui, en toi et moi, volait un peu d'argent à cette organisation-là. Oui, complètement. C'était pas la même situation que Bobby Wagner à Washington, mettons. Mais on a libéré le contrat de Von Miller et on a, avec cet argent-là, certes, re-signé Josh Allen, mais on a prolongé avec Greg Rousseau, Khalil Shakir et Terrell Bernard dans les dernières semaines. C'est des super bons coups des Bills, c'est qu'ils gardent un peu, des gars qui ont repêché puis qu'on garde un peu ce groupe-là ensemble. Tu sais, Von Miller, c'est dommage, mais de la façon que le contrat était structuré au moment de la signature, c'était un contrat de 6 ans, ça avait l'air énorme, mais c'était structuré pour qu'on puisse s'en sortir facilement après la 3e année.
la troisième année est passée. Puis, clairement, Von Miller, on l'a vu, en arrache beaucoup. Puis, il est un gars qui joue peut-être 30-40% des snaps dans une bonne game. Était un gars avec un rôle extrêmement limité. Le payer une somme assez colossale d'argent, ça n'avait aucun sens, surtout avec ces gars-là à signer. Fait que je pense que Buffalo, c'était la décision logique de se départir de Von Miller. Est-ce que Von Miller va rebondir ailleurs? Je pense qu'il y a peut-être une équipe qui va prendre une chance avec lui, peut-être 1 an, pas plus. Mais juste d'aller chercher Greg Rousseau, d'aller chercher de prolonger le contrat de Greg Rousseau qui a vraiment émergé comme l'un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL récemment. C'est super bien fait. Khalil Shakir, un receveur extrêmement sous-estimé. Puis Terrell Bernard, qui lui, c'est un drôle de parcours, a un peu émergé à cause que Matt Milano était blessé, puis qu'il n'y avait pas d'autres bons secondaires à Buffalo. Comme émergé de ça un petit peu de nulle part. Un peu comme, c'est pas comme Zach Bond à Philadelphie, mais un peu le même principe, là, qui a profité d'une situation d'un gars que personne n'attendait, puis qui est devenu un super bon joueur à cette position-là. Fait que on va chercher on prolonge le contrat de gars qui, surtout en Shakir et Bernard, des gars qui se sont vraiment bien développés à Buffalo. On les récompense pour ça, puis ça, c'est vraiment cool. On a définitivement l'intention de garder ce groupe-là pour longtemps. Puis finalement, dans les grosses transactions, parce que là, à ma connaissance, les Steelers n'ont toujours pas fait de mouvement pour un corps arrière. Mais finalement, on attend toujours ce qui va se passer avec Sam Darnold. Ça inclut en fait autant son dossier avec les Vikings. Mais d'ici là, les Vikings ont donné aussi un vote de confiance avec Aaron Jones, puis ont décidé de le prolonger pour les 2 prochaines années. Ouais, Aaron Jones a quitté les Packers puis est allé avec un rival de division l'an dernier. C'était quand même bizarre de le voir avec les Vikings, mais il est quand même encore un bon porteur de ballon partant. Pas un élite comme il l'a déjà été, ou en tout cas un très sous-estimé comme il l'a déjà été, mais ça reste quand même un partant qui peut jouer beaucoup de snaps. Les ennuis de blessure quand même à son âge, c'est quelque chose qui revient. On lui donne quand même 2 ans. Beaucoup de garanties de première année, beaucoup moins dans la deuxième, mais se sortir de ça après l'an prochain ne sera pas facile nécessairement. Fait que c'est quand même on se commet à Aaron Jones pour quand même 2 ans. Je pense que peut-être l'année prochaine, ça va être comme numéro 2. Mais avec la classe de porteur de ballon sur le marché de l'autonomie qui est aussi mauvaise que ça, c'est Najee Harris le meilleur, puis c'est vraiment terrible après. Najee, je suis pas un grand fan en partant. Non, mais Najee, je suis pas un grand fan en partant, puis après ça, c'est vraiment horrible. Il y en a une excellente au repêchage qui s'en vient, puis je pense que c'est ça que les Vikings ont en tête en ce moment. On va repêcher peut-être le successeur d'Aaron Jones au prochain repêchage. Il y en a tellement. Là, je ne pense pas que ça va être un Ashton Genty, mais Omarion Apton, Caleb Johnson, il y en a des tonnes et des tonnes des porteurs de ballon au prochain repêchage. Je pense qu'il faut s'attendre à voir les Vikings repêcher un porteur de ballon comme ça, mais au moins, ça donne avec Aaron Jones une police d'assurance que cette recrue-là n'aura pas être partant au premier match de la saison. Puis ça, on avait besoin de ça avec les Vikings. Somme toute, ça demeure une grosse première fin de semaine d'autonomie dans la NFL. Ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres affaires qui vont arriver la semaine prochaine qu'on va jaser au programme. D'ici là, on se prépare au début de la saison du baseball qui approche à grands pas. Comment vas-tu personnellement, Félix? Comment va ton cœur de partisan des Yankees? Parce que lance tes émotions. Donne-nous tes sentiments. Je vais expliquer au public après. Tout va mal. Le chaos est pogné, man. Ça a commencé avec, au début du camp d'entraînement, Aaron Boone dit « Ah, tout le monde va bien, personne n'est blessé. » Il dit « Ah, tu sais, c'est cool, personne n'est blessé en arrivant au camp. » Et là, depuis ce temps-là, Louis Hill est blessé pour plusieurs semaines, probablement plusieurs mois. Giancarlo Stanton a des coudes en compote, sa saison est compromise, pourrait ne plus jamais rejouer au baseball. Et par-dessus tout, tu sais, ton gros lanceur, Garrett Cole, tu sais, qui devait peut-être pas tant jouer la saison dernière, puis là, selon le journaliste Jim Bowden, mon gars aurait peut-être besoin d'une chirurgie Tommy John, là. Puis la saison n'a même pas commencé. Ah, c'est drôle parce que j'aimerais ça de revivre le même film que l'an passé parce que l'an passé, c'était la même chose. Puis les Yankees avaient été chanceux l'an passé parce que Cole, finalement, avait été capable de revenir après une 60aine de jours, était revenu fin juin. Je pense que, tu sais, on ne sait pas encore, on n'a pas de diagnostic aujourd'hui, mais tu écoutes le discours de Cole et des Yankees en ce moment, puis il y a comme pas mal moins d'optimisme que l'année passée. L'année passée, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a encore moins cette année. Si on perd Garrett Cole, après avoir perdu Stanton, les deux seraient compromis pour la saison, puis Louis Hill qui va manquer une bonne partie de l'année,
ce serait un gros coup pour cette équipe-là qui aurait à s'en remettre. Et là, on a signé Max Fried quand même pendant la saison morte, fait que ce serait une façon peut-être d'éponger un peu cette perte-là en Garrett Cole. Mais l'an dernier, tu regardes, oui, on a survécu pendant 2 mois sans Garrett Cole, puis on était même super bon pendant ces 2 mois-là sans Garrett Cole, mais une des raisons pour expliquer ce succès-là, c'est que Louis Seal avait émergé. Là, t'as pas Louis Seal. Puis t'avais Clark Schmidt, puis Clark Schmidt d'ailleurs qui est un petit peu blessé en ce moment, pas trop pire. Là, Marcus Stroman, que personne ne voyait être un Yankee au début de la saison, il y a 3 semaines de ça, tu regardes, tu dis, c'est rendu notre 4e partant. Là, on a vraiment beaucoup besoin de Marcus Stroman. Là, fait que ça va être Max Fried, Carlos Rodon qui pas toujours facile depuis qu'il a signé avec les Yankees pour Rodon. Fried qui a des problèmes de blessure, aussi un historique de blessure. Puis l'offensive, ça va ressembler à quoi? Ça va être Judge, puis là, t'as plus Soto. Fait que ça met tellement de pression sur Bellinger, ça met de pression sur tes jeunes. Les Yankees vont avoir de la job à faire. Au moins, l'américaine n'est pas trop forte, mais man, c'est pas facile pour les Bro, Yankees. dis ça comme si d'avoir Cody Bellinger, c'était une mauvaise chose. Ben non, mais c'est pas ce que ça. En 2017, ça aurait slappé de dire hey man, j'ai Bellinger dans mon équipe. En 2025, c'est comme ouais, tu sais, il est là, mais faudrait qu'il revienne à 2017. Là. On peut toujours remonter le temps de 8 ans après, là, ce serait vraiment pas désirable, ça. Peut-être avec un Aaron Judge qui est actually bon au baseball. Sérieusement, ça va être. Judge a tellement de pression sur ses épaules. Surtout si Stanton. Puis on l'a vu. On l'a vu que dans le plus grand moment, il se pointe pas. Je répondrai pas à ça. Non, j'irai pas là. N'oublions pas quand même, pour les gens à la maison, que la dernière fois qu'on a vu les Yankees jouer, on va dire, un quote-unquote du vrai baseball, parce que là, on dans camp d'entraînement, pré-saison, ça compte pas vraiment, mais les Yankees ont eu une série mondiale assez terrible face aux Dodgers. Félix qui veut pas se rappeler cette fameuse manche qui a tout changé. Il prend la pire manche de l'histoire du baseball. Je sais pas de quoi tu parles. C'est dans ma mémoire traumatique. Je ne plus jamais entendre parler de ça. Face à nul autre que les Dodgers et Shohei Ohtani qui, je sais pas si vous avez entendu, mais là, la grosse nouvelle entourant Shohei Ohtani, puis c'est vraiment majeur. Il va avoir un skin sur Fortnite. Non, mais au-delà de ça, oui, il va y avoir un skin sur Fortnite. Mais Félix, la grosse affaire entourant la saison 2025 de Shohei Ohtani, c'est que selon son plan avec les Dodgers et sa blessure, tout ça, c'est que c'est la saison qui allait recommencer à lancer. Où est-ce qu'on en est avec ça? On en est qu'on a peut-être un petit peu de retard au niveau de cette réhabilitation-là, au niveau de... Parce que, dans le fond, Ohtani avait eu une opération Tommy John l'année passée, puis pendant la Série mondiale, il s'était blessé à l'épaule. Pour le moment, l'épaule n'est plus un problème, c'est vraiment le coude de l'opération, ce qui fait en sorte qu'Ohtani pourrait recommencer à lancer. Pour le moment, c'est problématique. La réhabilitation ne va peut-être pas aussi bien qu'on l'espérait. Fait que je pense qu'on pourrait... avril, je pense que c'est irréaliste de le voir lancer. On regarde peut-être plus mai, peut-être plus juin aussi. La bonne nouvelle pour les Dodgers, c'est qu'on a 257 millions de lanceurs partants. Fait que s'il y a bien une équipe qui peut se permettre d'avoir un petit peu de retard dans une réhabilitation, c'est les Dodgers. Mais tu sais, on aurait aimé ça avoir Ohtani dans la rotation. Puis je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va y aller avec une rotation à 5. Parce que quand Ohtani va revenir, je pense qu'on va préférer une rotation à 6. C'est moins habituel, mais on a tellement de ressources qu'on peut se permettre de le faire, puis on éviterait de surcharger Ohtani comme ça. Mais tu sais, même si Ohtani n'est pas là, ta rotation va ressembler à quelque chose comme Yamamoto, Snell, Glasnow, Kershaw qui va. Non, Kershaw n'est pas disponible tout de suite, là, mais déjà juste en partant, ces trois-là, tu as Sasaki qui va être là aussi. Tu as des Tony Gonsolin qui revient, tu as des mais les Dodgers ont tellement de partants que je ne m'inquiète même pas pour eux, même si Ohtani manque quelques semaines de plus. S'il peut contribuer offensivement pendant ces semaines-là, ça devrait faire la job. Ça va être bien suffisant pour les Dodgers. Mais idéalement, on aimerait ça que celui qu'on vient de payer 700 millions, on aimerait ça que notre homme à 700 millions commence à lancer. Comme les Yankees, là, Félix, les Dodgers, ils font pas pitié. Non, je te dis pas qu'il faut pitié. L'équipe qui va être responsable à elle seule du lockout qui s'en vient, là. Ouais. Mais
À suivre, écoute, d'ici là, ESPN Fantasy Sports classe Ohtani comme étant le meilleur lanceur pour la saison qui suit, qu'il soit blessé ou non, l'ont quand même classé comme étant le meilleur lanceur. Pour compléter quand même ce top 10, on a Paul Skeens, Tariq Skubal, Zach Wheeler, Corbin Burns, Logan Gilbert, Chris Sale, Cole Reagans, Dylan Cease et George Kirby. George Kirby, c'était mon choix pour le Cy Young l'année passée. Ça n'a pas super bien fini, une saison un petit peu plus difficile pour George Kirby, mais les Mariners ont tellement de talent dans cette rotation. Ben, c'est ça, Logan Gilbert. Là, c'est ça, Logan Gilbert, puis on a encore Castillo qui est peut-être pas ce que c'était dans ses belles années. On a Brian Wu aussi. Si seulement les Mariners, il fallait chercher un peu d'attaque, man. Si seulement. Parce que cette rotation-là est tellement forte que ça n'a pas de bon sens. Ça serait comme un peu un désaveu pour le restant de l'équipe, genre. Ouais, de ne pas aller chercher d'attaque sur un désaveu. Puis c'est drôle parce que Justin Turner l'a littéralement dit cette semaine qu'il était avec les Mariners pour finir la dernière saison, maintenant avec les Cubs. Puis il regardait les Mariners qui faisaient rien pour aller chercher de l'attaque. Puis il a dit j'ai regardé les dirigeants des Mariners, je leur ai dit qu'est-ce que vous faites? Je disais, pourquoi vous faites rien? Pourquoi vous n'allez pas chercher de l'aide? Puis, d'entendre un joueur dire ça, c'est quand même quelque chose. C'est Justin Turner. À son âge, il a le droit. Ouais. Rendu à 40 ans, quand même, peut se permettre d'être un vieux chialeux, comme on dit, là. Mais, c'est fou quand même qu'un des gars qui était dans cette équipe-là, qui voit clairement que les Mariners ont du talent, surtout dans la rotation au niveau de personnel des lanceurs, voit ça, puis va voir les dirigeants, puis leur dire, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'allez pas chercher de l'aide? Les Mariners, c'est de la drôle de gestion à ce niveau-là. Mets 2 doigts dans les oreilles, tu fais la. C'est pas vrai, ça n'existe pas. comme la chanson de Sam Smith. Finalement, pour faire un petit peu de pouce sur les Blue Jays qui, on connaît un petit peu les déboires du dossier de Vladimir Guerrero Jr. Dans toute cette affaire-là, dans l'ombre, loin derrière, t'as Bo Bichette qu'on semble avoir oublié. Lui qui a eu une saison 2024 pas incroyable, on va se le dire, là. On va pas se mentir. T'sais. Mais en ce moment, il connaît quand même un pas pire camp d'entraînement. Oui, un bon camp d'entraînement, frappe une moyenne de 3,46. Déjà, c'est beaucoup mieux que l'an dernier où est-ce qu'il frappait pour 225. Puis, la moyenne. C'est une anomalie non plus. C'est pas une anomalie, c'est juste. C'est ça. En fait, 2,25 était l'anomalie. 2,25 était l'anomalie. Oui, là, évidemment, le camp d'entraînement, c'est un très petit échantillon, puis c'est pas nécessairement des gros frappeurs tout le temps. Mais, juste de voir un Bichette qui reprend confiance, qui a de refaire contact avec la balle. Parce que lui aussi, Bichette, du gros, devient joueur autonome au terme de la saison. On parle beaucoup de Vladdy, mais c'est la même chose pour Bichette. Il va être joueur autonome dans quelques mois. Il va vouloir reconstruire sa valeur après 2024, qui a été tellement horrible pour lui. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler cette saison-là pour Bo Bichette, mais s'il est capable de rebondir après un gros camp d'entraînement, ça ferait du bien parce que les Jays vont avoir besoin d'un gars comme lui. S'il est capable justement d'être en forme et tout, puis de refaire contact. La moyenne au bâton, c'est assez limite, mais un gars comme Bichette, c'est son pain et son beurre. C'est le genre de gars que tu veux placer premier dans ton alignement, puis qui te frappe pour 300, qui se mette ses buts pour que Vlad, quand il arrive au bâton, ses circuits en solo deviennent des circuits de 2 points. C'est exactement ce que tu veux avec Bo Bichette. Fait que je pense que si c'est un camp d'entraînement qui est super encourageant pour lui, un peu comme Jacob deGrom et Mike Trout, qui les autres reviennent de blessures aussi, encourageants. Ils n'ont pas nécessairement ont un statut un petit peu différent de celui de Bichette, là, mais ces gars-là qui ont été blessés beaucoup dans le passé peuvent rebondir en force. Ça va être vraiment cool parce que c'est 3 talents extrêmement cool à voir jouer. Puis pour les Jays, on aurait vraiment besoin d'un gars comme Bo Bichette en forme dans la ligue. À peine. Ben là, écoute, on est à moins de 20 jours du début de la saison régulière. Est-ce qu'il y a une équipe à date qui te surprend? L'équipe qui... le camp d'entraînement, il faut toujours en prendre puis en laisser avec ça, là, mais qui me surprend négativement, les Yankees me font de la peine comme toujours. Mais non, j'ai pas encore trouvé l'équipe qui va être ma grosse surprise de l'année. J'aime ce que je vois il y a beaucoup d'équipes que j'aime la façon dont on est construit, mais si j'avais à me mouiller pour une équipe en ce moment, je pense que la centrale américaine avec les Royals puis les Tigers, je pense que c'est 2 équipes qui vont être vraiment le fun à surveiller. Je pense que les Rangers, tu parles d'équipes qui me surprennent agréablement. Je pense qu'on s'attendait à ce que les Rangers rebondissent cette année, surtout avec un deGrom qui revient et tout, mais il y a tellement de talent dans cette équipe-là, puis de voir un deGrom en forme au camp d'entraînement,
c'est très encourageant pour des Rangers. Je l'ai dit tantôt, l'américaine, il y a des points d'interrogation un peu partout pour toutes les équipes. Fait que si les Rangers peuvent être en santé et jouer à la hauteur de leur talent, ça va être une équipe assez difficile à battre. À l'inverse, est-ce qu'il y a un autre qui te déçoit un peu? Les Yankees me font de la peine. Non, qui me déçoit. Non, je pense pas que j'ai de déception encore. Je veux dire, Pas encore. un peu déçu par les Jays qui a géré le dossier Vladimir Guerrero tout croche. Wow. Mais je pense que même si ça va mal au camp d'entraînement, je te donne un break. Je veux dire, on s'en rejoindra en avril. Si t'es encore pourri à la fin avril, là, je vais te rentrer dedans. Quand ça va être pourri à la fin avril? Oui. Quand ça va être pourri, je vais te rentrer dedans. Quand ça va être pourri. À quoi bon de parler de Toronto si c'est pas de parler de mon prochain sujet qui touche cette fois-ci au basketball, parce que je suis prêt à l'admettre, Félix, nous avons notre MVP de la saison de la NBA. On est à 1 mois de la fin de la saison, puis la course était serrée, mais là, avec le dernier mois que ce joueur-là a connu et le début de mois que celui-ci connaît. Oh mon Dieu, il va parler d'Anthony Edwards. Je suis prêt à dire que Shai Gilgeous-Alexander va être le MVP de la saison 2024-2025. C'est pas non plus une grosse surprise de dire ça non plus, parce qu'il faisait partie des favoris bien avant que la saison commence. Mais c'était quand même une course très serrée avec Nikola Jokic jusqu'en ce dimanche où Gilgeous-Alexander a complètement défait les Nuggets à lui seul. Jokic le mériterait amplement, mais je pense que c'est l'année de Gilgeous-Alexander qui, pour un 3e match consécutif, Félix, c'est une récolte d'au moins 40 points. Le 3 mars, il y a eu une performance de 51 points contre les Rockets pour ensuite en marquer 41 contre les Grizzlies pour ensuite en marquer 40 contre les Nuggets. Puis je ne sais pas si tu réalises ça, Félix, mais ce sont les 5e, 4e et 3e équipes de l'Ouest contre lesquelles il a fait ça. C'est des grosses performances. Puis tu sais, celle contre les Nuggets m'intéresse beaucoup parce qu'on en parlait quand on avait le débat de Josh Allen contre Lamar Jackson. Souvent, mettons, quand tu as deux gars qui sont un peu nez à nez dans la course au MVP, ben, les électeurs, un truc qui va faire la différence, c'est comment ces gars-là ont performé un contre l'autre. Puis de voir chez Gilgeous-Alexander battre Jokic et les Nuggets presque à lui seul aujourd'hui, ça va pencher dans la balance. Je veux dire, ça va faire pencher la balance. C'est le genre de truc qui va changer un peu la course comme ça. Chez Gilgeous-Alexander, moi, j'ai quelques petits trucs qui m'énervent de lui, dont sa tendance à toujours se ramasser à la ligne des lancers francs. Sur YouTube, the most unethical hooper, genre c'est du unethical. Oui. Ouais, parce que c'est des. C'est pas. En tout cas, il y a quelque chose que j'aime pas avec ce style de basket-là. Tu sais, souvent, c'est des gars qui vont driver au panier comme ça, puis leur objectif, c'est d'aller chercher des fautes, marquer des lancers francs. Mais gars, c'est un style qui fonctionne. Je veux dire, James Harden l'a fait pendant des années, ça a bien fonctionné. LeBron James qui est pas mauvais pour faire ça non plus. Je veux dire, t'as beaucoup de gars qui sont bons pour faire ça. En ce moment, Gilgeous-Alexander qui est peut-être le meilleur de la ligue pour faire ça. Mais gars, ça rapporte, ça permet de marquer des points, puis ça permet de gagner des matchs, qui est un peu l'objectif du jeu. Fait que tant mieux pour lui. Puis c'est vrai que ce gars-là a changé la donne à OKC, le meneur de cette équipe-là, qui est pas mal, en fait, qui est assez clairement l'une des meilleures de la ligue avec les Cavaliers. C'est pas mal les deux grosses puissances de la NBA en ce moment. Bon, en fait, les Lakers depuis une couple de matchs aussi, là, mais c'est. Il y a comme ces 4 équipes-là avec les Celtics, là, c'est comme un groupe de 4, mais le Thunder n'a rien à envier à personne. Fait que je pense que Gilgeous-Alexander le mérite. Puis on parle aussi de facteurs qui peuvent faire changer qui pèsent dans la balance. Ben, le fameux voters fatigue qu'on utilise, là, le fait de voir un gars gagner à répétition, des fois les électeurs vont vouloir voter pour quelqu'un d'autre. Jokic a déjà gagné une coupe de MVP. Je veux dire, Gilgeous-Alexander en a pas. Juste 3. Puis, juste ça, le fait. Peut-être qu'on va vouloir se dire on va aller ailleurs pour une fois et essayer de faire gagner quelqu'un d'autre. Un peu comme on l'a vu dans la NFL avec Josh Allen puis Lamar Jackson. C'est ce genre d'affaire-là. C'est fou, hein? Par contre, on a été tellement fatigués de voter pour Jokic qu'on l'a donné. Mais ça montre à quel point il était bon aussi, parce qu'on l'a donné une année à Joel Embiid juste pour que l'année suivante, ce soit Jokic qui gagne son 3e.
Puis c'était une des meilleures années de Jokic. Honnêtement, c'est une des années où mais pas qu'il le méritait le plus, parce qu'Embiid le méritait aussi, là, mais c'est une de ses meilleures saisons, puis il l'a pas gagné cette année-là. Basketball Forever ont pointé ce petit affaire-là assez intéressant par rapport à Gilgeous-Alexander, puis il faudrait que j'en vérifie, voir si c'est 100% vrai, mais qui est le premier joueur depuis Michael Jordan à enregistrer plus de 40 matchs à plus de 40 matchs à 30 points sur 3 saisons consécutives. Dans chacune de ces saisons-là. Puis c'est des trucs que, apparemment, même James Harden n'a jamais fait. Puis James Harden qui a eu une saison de 35 points par match. Kobe qui en a une de 37 aussi. C'est pour ça que je suis comme, c'est pour de vrai. Ouais, on a eu des sacrés bons joueurs depuis Michael Jordan. Rarement que quelqu'un a été un aussi bon marqueur que lui, mais on a eu notre fair share de bons scoreurs. Puis c'est ça qui est le fun de chier, c'est que c'est extrêmement constant. Je veux dire, c'est match après match, tu sais qu'il va t'en marquer une trentaine. Des gars comme Harden, Kobe, tu sais, c'est probablement des gars qui avaient des plus grosses explosions. Tu sais, Shea ne fera jamais 70-80 points dans un match. Kobe, je veux dire, a 81 points. James Harden a des gros matchs aussi de 60 et plus. Tu sais, Shea, c'est vraiment pas un gars qui va se rendre à 60, 70, 80, mais c'est un gars qui presque tout le temps va t'en marquer 30, 40, extrêmement constant, puis c'est quasiment plus fun d'avoir un gars comme ça, parce que oui, le gars qui peut t'en scorer 80 en claquant des doigts, il va te gagner un match, mais si le match d'après, il en score 12, c'était pas mieux, tandis que si t'as Shea qui t'en marque un 30-40 à chaque match, ça te donne au moins un bon plancher, puis ça te donne une bonne base. Tu as comme une bonne partie de ta route vers la victoire qui est faite si t'en as un qui, à chaque match, te marque un 30-40 points. Fait que, ouais, c'est vraiment pas impossible. Et par-dessus tout, il le fait avec nonchalance, c'est tellement d'aura. Oui. Des fois, c'est juste, son aura est tellement forte qu'il ramasse des fautes sans même se faire toucher. Shout-out à mon ami Philippe, le médecin qui nous envoie parfois des mimes de Shea Gilgeous-Alexander qui dit « faudrait que je fasse du aura farming comme SGA, juste à être complètement nonchalant. C'est comme ça qu'on gagne de l'aura. Comme ça que vous faites. Vous vous pointez, puis vous travaillez, puis vous gagnez un MVP à la fin de la saison. C'est comme ça que ça va se passer. » J'ai hâte de voir. Tu parlais des Lakers, là, on est dans de beaux draps parce que là, LeBron James, dans une défaite, contre les Celtics de Boston, s'est blessé. Puis là, finalement, on s'attend à ce que ce soit pas si pire. On s'attend peut-être à 1 à 2 semaines de blessure, mais ça met certainement les freins, ça met certainement les pédales sur cette séquence des Lakers qui, bon, mis avant le match contre les Celtics, c'était une séquence victorieuse de 8 matchs. Est-ce qu'on va être capable de le faire, que ce soit avec ou LeBron James, Félix? Je pense que juste d'avoir Luka, au moins, ça te donne une bonne petite police d'assurance. C'est pas trop payé. Là, tu te rases quand même avec Luka. Parce qu'avant l'échange de Luka Doncic, LeBron aurait été blessé, certes, mais AD aurait été blessé aussi. Oui, tu sais, AD est blessé en ce moment. Mais au moins, il y a Luka qui est là, t'as Austin Reeves. Veux pas, oui, LeBron James, c'est un gros morceau des Lakers, mais t'as quand même d'autres gars qui peuvent en prendre beaucoup sur leurs épaules puis garder la tête hors de l'eau pour les Lakers. Mais c'est sûr que ce qui est impressionnant avec LeBron, c'est que dans toute sa carrière, il a tellement rarement été blessé que là, arrive à 40 ans, on le voit blessé puis on est surpris. Je veux dire, c'est normal qu'un joueur, surtout dans la NBA, qui est une ligue qui est tellement exigeante des fois physiquement, voir un gars comme LeBron se blesser, c'est normal, mais ça frappe tellement l'imaginaire parce que ce gars-là n'a pas l'habitude d'être blessé normalement. Tellement un gars qui est durable puis tout, là, fait que ça va être les Lakers vont quand même avoir ce défi-là de remplacer la production de LeBron qui, depuis quelques semaines, jouait du sacré on va se le dire, OK? Je suis prêt à m'avancer dans ce territoire-là, mais à mon avis, il jouait son meilleur basketball en carrière. C'est pas impossible. C'est peut-être pas nécessairement son je pense dire plus talentueux, là, mais son meilleur, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je suis prêt à admettre que, mettons, là où il était à son summum, athlétisme, explosion et jeu intelligent, c'était la saison 2018 où il a amené les Cavaliers, qui avaient vraiment un aliment pitoyable, jusqu'en finale. Puis, ultimement, ils se sont fait balayer. Puis, il a perdu le MVP à James Harden. Mais au-delà de ça, je pense que c'est comme le seul autre moment où je peux te dire, OK, oui, il est vraiment à son summum là, en 2018, mais sinon, présentement, là.
La finale de 2016, c'était quand même quelque chose aussi, leur remonter. Ah oui, absolument. C'était pas mauvais, là. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, surtout à considérant son âge et tout, le style de jeu qu'il a, puis comment il réussit à aider les Lakers quand même à travers ça. Il joue du sacré gros basketball. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis le fit avec Luka s'est fait tellement naturellement. Puis avec le reste de cette équipe-là, tout s'est tellement bien fait. Puis JJ Redick qui fait tellement une bonne job pour placer ces gars-là dans des bonnes conditions pour réussir. C'est comme ça que les Lakers ont une belle séquence de 8 victoires comme ça. C'est pas tombé du ciel comme ça. Puis qu'on a livré une belle opposition aux Celtics aussi. Les Lakers sont à prendre au sérieux. Je sais, tu portes même ta casquette pour les représenter fièrement en ce moment. Mais c'est surtout en joke que je le fais. Non, je sais que tu es un grand fan des Lakers, Mio. Ça se voit que tu adores les Lakers. Tu adores les équipes de gros marché. Non. Surtout pas les Lakers. Surtout pas les Lakers. C'est un cadeau, puis je l'apporte en mime. Mais c'est fou, hein, à quel point. Puis, tu sais, j'étais le premier sceptique pour l'échange de Luka Doncic. Sceptique est un gros mot parce que, je veux dire, n'importe quelle équipe qui ajoute Luka Doncic va être une meilleure équipe. Mais c'est de voir à quel point ça allait si bien fonctionner, à quel point les deux allaient être capables de collaborer sur le court. Puis, oui, ça a été un petit peu long au départ, mais depuis, Luka Doncic connaît d'excellents matchs. Puis bon, là, c'était l'autre point pour lequel j'étais sceptique, c'était le niveau santé. LeBron James est blessé présentement. On va voir à quel point ça peut être sérieux. On peut voir combien de temps est-ce que ça va durer encore. Puis après ça, on va voir cette longévité-là. En séries éliminatoires, les Kings de Sacramento, Félix, qui font encore jaser pour les mauvaises raisons, parce qu'on semble... On a dit ça la semaine dernière. On a bâti un beau groupe. On a bâti quelque chose de potentiellement solide, avec un entraîneur-chef en Mike Brown qui était vraisemblablement là pour rester, des joueurs, c'est tellement un bel alignement de De'Aaron Fox avec cette année DeMar DeRozan, il y avait Kevin Huerter, Domantas Sabonis, Keegan Murray, et puis là, on renvoie à Mike Brown. De'Aaron Fox a confirmé ce dont on discutait possiblement là, et comme était la motivation derrière sa demande d'échange. C'est effectivement puisque Mike Brown. Oui, exact, Mike Brown. Je suis parce que je viens de recevoir une notification. Je viens de recevoir une notification par rapport à Manfred qui pousse Stu Sternberg à vendre les Rays. Classique. C'est pour ça que je vois que je pense encore avec les Rays, excuse-moi. Mais oui, c'est ça qui a poussé les Kings ultimement à renvoyer Mike Brown et qui a fait en sorte que De'Aaron Fox dit bon, tu sais quoi, I'm out. Là, c'est au tour de son autre vedette, Domantas Sabonis, de dire comme bon, je dis rien, mais j'ai hâte à cet été pour voir qu'est-ce qui va m'être disponible. Puis ça sonne une cloche pour non seulement les Kings, mais surtout toutes les autres équipes autour de la NBA, qu'un joueur de la trempe de Domantas Sabonis qui. Puis j'ai même pas envie de le réduire en disant que c'est un great value Jokic, parce qu'un great value Jokic, c'est un calice de bon joueur. Mais Domantas Sabonis est aussi un de ces pivots qui peut te donner un triple-double à tous les matchs. Puis, il va vraisemblablement être disponible cet été. Absolument. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai de la peine pour les fans à Sacramento. Je veux dire, on a tellement passé de temps à être complètement insignifiant. Puis là, on a finalement quelque chose qui se construit avec De'Aaron Fox, Sabonis, Mike Brown et tout, puis tous ces acteurs de soutien dont tu parlais. Puis ça tombe dans quelques mois à peine. T'sais. Mike Brown est parti, De'Aaron Fox est parti, Sabonis sur le bord de partir. Je veux dire, c'est tellement horrible pour eux qu'on a passé 15 ans à attendre que cette opportunité-là revienne. Et là, elle a duré quoi? 1 an et demi, 2 ans? C'est vraiment, vraiment triste à ce niveau-là. Mais en même temps, je veux dire, peux-tu blâmer Sabonis de vouloir partir si l'entraîneur ça a été géré tout croche, sa co-vedette De'Aaron Fox est parti aussi. Je le blâme pas de vouloir s'en aller et tout, puis d'aller voir ailleurs, peut-être d'aller dans une organisation où est-ce que tout est un petit peu plus stable, mieux géré. Honnêtement, je pense beaucoup aux fans de Sacramento qui disaient, en plus, on avait même le fameux beam, là. Je veux dire, ils se sont fait tellement niaiser quand ça a été annoncé, puis là, c'est tellement rendu quelque chose, une tradition qui est rendue cool à Sacramento de, quand il y a une victoire, on tape un gros bouton, puis un gros faisceau lumineux mauve qui se ramasse dans le ciel.
Tu regardes ça objectivement, tu dis c'est horrible comme idée, mais il y a quelque chose de cool. Puis, tu sais, c'est pour cette équipe-là qui a tellement eu défaite après défaite après défaite. C'est non, tu sais quoi, on a gagné, fuck you, on fait un gros faisceau lumineux dans le ciel, puis tu peux rien faire pour nous en empêcher. Fait que, tu sais, ça aura duré quoi, 2 ans, puis là, ce bonus s'en va, puis je trouve ça vraiment, vraiment. On a vraiment pique, en fait, en poussant les Warriors à 7 matchs. Ouais, c'est vraiment le ça vraiment été ça. Puis on s'est dit, ben écoute, parfait, on a de quoi de solide. Puis oui, OK, l'année passée, ça a été une saison un petit peu décevante. On s'attendait peut-être à rebondir cette année. Puis finalement, tu sais quoi, absolument rien. Puis man, c'est fucking décevant. Ouais. Honnêtement, je pense que Mike Brown, ça a juste tellement cassé. Pour vrai, c'est fou à quel point ça peut avoir genre démotivé tout le monde. Christy, c'est avec lui que tu as amené tous ces exploits-là. Finalement, pour terminer sur la NBA, juste mention sur le fait que le Heat de Miami était de passage à Cleveland. Puis tu as Kevin Love qui maintenant, je porte le fameux chandail de joueur-coach pour le Heat, puis était de passage justement avec son ancienne équipe des Cavaliers de Cleveland, avec qui il a gagné un championnat et participé à 3 finales de la NBA, a finalement remporté celui de 2016. Je dis 3, t'as peu. 4. Voyons. 15, 16, 18. Voilà, 4. Et puis, les Cavaliers qui ont annoncé qu'ils ont l'intention de retirer le chandail de Kevin Love, puis c'est peut-être juste parce qu'il est en fin de carrière, là, mais je me serais attendu à ce que ça arrive pour Kyrie Irving aussi et compagnie. D'après toi, c'est-tu un truc qui va se faire les 3 grands joueurs de cette équipe de 2016, Félix? Oui, je pense que t'as pas vraiment... Tu sais, c'est comme les Warriors qui ont retiré Andre Iguodala récemment, puis je pense qu'on veut faire Livingston, mais c'est moins sûr, Livingston. Ouais. Tu sais, en tout cas, Livingston est comme pas clair, mais tu sais, tu regardes, tu penses aux années 2010 dans l'NBA, c'est les Warriors des Cavs, c'est ce groupe-là de Curry, Thompson, Draymond, puis Iguodala, puis de l'autre, c'est LeBron, Kyrie, Kevin Love, puis de la Vedova, genre, je sais pas, il n'y a pas de quatrième, là. Ça va être ces 3-là, puis, tu sais, je pense que les 3 le méritent. Puis, honnêtement, ce serait cool une cérémonie comme les 3 ensemble, là. Mais ça pourrait être serait pas en même temps, là, mais parce que je pense que Kyrie a un petit peu plus d'années encore dans le corps que les 2 autres, ou qu'en même temps, LeBron, moi, j'ai assumé qu'il va jouer jusqu'à 57 ans, fait que peut-être qu'il va jouer avec son petit-fils à un moment donné dans la NBA, LeBron, mais fait que non, je pense que c'est mérité pour Kevin Love. Légende des Timberwolves du Minnesota, Kevin Love. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est la chose à faire. Je pense que ces 3 gars-là le méritent. Tu peux pas écrire l'histoire récente de la NBA sans ces 3 gars-là. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Juste avant de passer au perron d'église, on n'aura pas de hockey cette semaine parce que tout a été dit. Encore une fois, je vous rappelle, il y a un épisode de 45 minutes qui est publié sur toutes nos plateformes que vous pouvez aller voir où Félix et Pop parlaient de cette date limite des transactions. Puis, écoute, Mikko Rantanen, il a eu son premier point. T'en as pensé quoi de son premier fait d'armes avec les Stars? Ah, man, c'est... Sérieusement, si j'étais un fan des Hurricanes, je l'haïrais tellement, là. C'est terrible comment il a niaisé les Hurricanes dans tout ça, puis tant mieux pour Dallas, je veux dire, on a trouvé le moyen d'aller chercher un super bon joueur à un moment où sa valeur était peut-être plus basse. Je pense que ça a été la grosse transaction de la journée vendredi, en fait, peut-être avec Brad Marchand en Floride. Brad Marchand en Floride, t'en as pensé quoi, toi? Parce qu'on s'en est pas parlé vendredi. Oui, moi, le gros truc qui m'a surpris, c'est à quel point ça s'est fait comme dernière minute. Et je parle pas non seulement de quand ça a été annoncé, mais c'était quand on s'est dit, peut-être que Brad Marchand pourrait être échangé finalement. Puis là, après ça, tu apprenais que les Bruins ils ont donné un petit crash d'en face avec le contrat qu'ils auraient offert, ou du moins le montant qu'ils auraient offert. Tellement de trucs irrespectueux. Puis lui, de son bord, tu sais quoi? Va t'en regagner une coupe ailleurs. Tu sais quoi? Tu peux bien leur dire fuck you, Brad Marchand. Pour un choix de 2, man. C'est fou, hein? Puis c'est... Tu sais... On a encore le fameux coup cette année de jouer avec la masse salariale puis la liste des blessés à long terme. À chaque année, tu dis, qui est-ce que ça va être cette année? Cette année, ça va être les Panthers. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je retiens par contre, c'est que le plus grand gagnant de toute cette date limite des transactions, Félix, c'est Jack Roslovic. Oui.
C'est vrai que Jack Roslovich s'en sort pas bien parce que pour ceux qui ne le savent pas, Roslovich joue en Caroline et pendant la première moitié de la saison portait le numéro 96. Et là, quand Rantanen est arrivé, lui a laissé son 96 en échange d'une belle montre Rolex. Et finalement, Rantanen a joué 13 matchs en Caroline avant de repartir pour Dallas. Et Roslovich, le lendemain de la transaction, avait déjà repris son 96. Fait que ce gars-là a laissé son numéro 96 pendant 13 matchs de temps, a gagné une Rolex et a pu reprendre son 96. Sérieusement, pour vrai, bravo. C'est sans aucun doute le gars qui sort. Il n'y a rien perdu dans tout ça, à part 13 matchs. 13 matchs de milieu de saison. Personne n'a écouté ces matchs-là. C'est pas grave. Dans la série, il va l'avoir, puis tout le monde va se souvenir de lui pour ça. Là. Anyways! Comme vous l'aurez entendu, on passe au perron d'église. Alors, à chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux de venir discuter avec nous de questions, de take-care. Et puis, on va jaser un petit peu avec vous. Puis, pourquoi pas rester dans le monde du hockey avec la première question qu'on a, Félix, qui nous provient de Carl Blanchette, qui dit quelles équipes sont les grandes gagnantes pour les transactions faites ce vendredi? On en a parlé un peu avec Pop pendant le show qu'on a enregistré vendredi soir, mais dans le fond, les gagnants en tant que tels, sérieusement, je pense que le Colorado, c'est la première équipe qui vient en tête juste parce qu'on a été chercher tellement de talent. Brock Nelson, on a été chez Charlie Coyle. On a ramené Eric Johnson, qui est un gars tellement aimé dans ce vestiaire-là. Puis même que si tu remontes un petit peu, Martin Necas qui est arrivé, on a été chez tellement de talent au Colorado récemment. J'ai beaucoup aimé la date limite des Jets aussi, dans le sens où on avait comme un bon noyau avec lequel il ne fallait pas trop toucher. Puis Brendan Tanev, Luke Shen, c'est deux plus petites acquisitions. Ça reste des beaux noms, du beau talent qu'on est allé chercher, mais c'est des gars quand même qui c'est des plug and play qu'on dit, là, tu mets ça dans un line-up, puis ça ne change pas tout ton line-up. Il ne fallait pas aller chercher un gros joueur d'impact. C'est plus de la finition qu'on est allé chercher avec ces gars-là. Fait que j'aime beaucoup celle des Jets aussi. Ben, les Stars, tu ramasses Mikko Rantanen. Je veux dire, difficile de demander mieux. Tu as se demander si les Stars n'ont pas le meilleur groupe d'attaquants de la décennie. Ah, c'est vrai, il y a tellement de talent là-bas, man. Je veux dire, puis on a réussi à aller chercher Rantanen sans donner Wyatt Johnston, même sans donner Maverick Bourque. Je veux dire, c'est Stankoven, c'est plate, là, mais il fallait donner quelque chose quand même. Là. Tu n'arrêtais pas à avoir Rantanen pour rien non plus. Puis l'autre équipe que j'ai beaucoup aimé la date limite, c'est Ottawa. J'ai adoré ce qu'Ottawa ont fait. Évidemment, Dylan Cousins, qui est le gros mouvement pour les Sénateurs. On va chercher Cousins pour Josh Norris, qui était un plus gros contrat, assez souvent blessé. Cousins, tu vois, premier match à Ottawa, une passe, 9 mises en échec, seulement en carrière. All right. Depuis quand t'es de joueur physique, toi? Puis, tu sais, on l'a senti que ça a immédiatement craqué gars Brady Tkachuk. Tu sais, oui, qui était assez émotif le jour de la transaction de Norris, qui était un de ses meilleurs amis, mais le lendemain, il marque le but gagnant en prolongation. L'aréna à Ottawa explose, puis il se met à dire que on était dû pour retourner en série, puis tout. Puis ça, puis l'autre moment que j'ai beaucoup aimé pour Ottawa, c'est Fabian Zetterlund. C'est pour ceux qui le connaissent pour pas. Pour de vrai, j'avais pas vu voir ça. Je suis vraiment étonné que San Jose l'ait laissé partir aussi, mais c'est un allié qui va probablement marquer un 20-25 buts par année, peut-être même une trentaine, un gars plus de on a l'idée d'un gars de soutien. Lui, je pense pas que c'est un top 6 à long terme, mais un troisième trio de grande qualité, peut-être même c'est ça, c'est un gars qui va aller te marquer tes buts, mais c'est un... sans dire gars de système, mais tu sais, c'est pas un joueur vedette, mais c'est un bon gars de système. Il va être là pour te marquer des buts. Bon, là, attention, fans des Canadiens, là, attention à vos oreilles, mais ce que devait être Mike Hoffman. Ouais, c'est bien meilleur défensivement. Oui, absolument. C'est bien meilleur défensivement. Ancien coéquipier de Mike Hoffman, soit dit en passant, Fabian Zetterlund. C'est vrai que les deux ont joué ensemble à San Jose. Mais puis, dernière équipe que je donnerais quand même comme gagnant, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal de dire ça, mais Toronto, j'ai quand même aimé comment on a C'est ça que je voulais dire, Brandon Carlo, là. On a payé cher pour Carlo avec Minton puis un shot de première ronde, mais oui, mais c'est un mal nécessaire pour ce que tu amènes en défensive. Exact, c'est une grosse amélioration. Puis Scott Laughton, je veux dire, on en parlait avec Pop. Je pensais, quand j'ai vu Scott Laughton à Toronto, après que tous les autres centres de troisième trio aient été échangés, j'ai fait « Oh mon Dieu, Toronto va avoir donné 2 shots de première ronde pour Scott Laughton. » Finalement, on donne un shot de première ronde puis un espoir assez moyen. Je veux dire, c'est un super bon prix dans les circonstances pour Toronto. Scott Laughton qui est content déjà d'être à Toronto, puis j'ai beaucoup aimé comment on a géré ça. Ça me fait mal de dire ça. Puis comme je dis, je pense qu'on a payé un peu cher pour Carlo,
mais tu as une année, parce que Marner devient joueur autonome cet été, Tavares aussi. Il faut que tu maximises cette année. Puis c'est pas non plus le genre de transaction, ou du moins le genre de date limite où les Maple Leafs, tu dis tu vas aller all-in nécessairement en allant chercher d'autres talents offensifs parce que tu n'en as pas besoin de talents offensifs. Tu as juste besoin de ne pas te faire marquer autant de buts puis au moins avoir une police d'assurance si tes 3 gros joueurs étoiles connaissent des séries un peu plus lentes. Carlo qui va très sûrement être jumelé à Morgan Riley sur le front défensif. Puis il ne faut pas oublier, là, Brandon Carlo aussi, là, c'est le genre de défenseur que les nerds de hockey vont aimer aussi parce que c'est quelqu'un qui est là pour les tâches vraiment là, nécessairement défensives. C'est lui qui est là. C'est un joueur qui ne s'est jamais retrouvé dans le négatif dans sa cage. Je sais à quel point tu détestes cette statistique-là, mais c'est un joueur qui, malgré tout, Félix, n'est pas sur la glace très souvent quand son équipe se fait marquer. Il est là quand ça compte. On va voir ce que ça va donner maintenant à Toronto, mais au moins, on a une belle police d'assurance en défensive. Dernier point que j'aimerais aller là-dessus. Est-ce que tu me dis que l'Avalanche ont fait des bonnes transactions, certes, mais crois-tu pas que l'Avalanche a peut-être fait trop de transactions et peut-être fait l'inverse de ce qu'on voulait faire à Winnipeg? Dans ce cas, à Winnipeg, on s'est dit, on va garder le statu quo, rien faire, conserver notre chimie. L'Avalanche, à l'inverse, on en a fait de la transaction. C'est ça, c'est ça aussi, j'en avais parlé brièvement avec Pop, mais je suis content que tu me ramènes là-dessus. Je pense que c'est une question qui est super pertinente à se poser. Oui, c'est beaucoup de transactions, mais moi, ce qui m'encourage avec l'Avalanche, c'est à quel point Martin Necas et Jack Drury se sont intégrés rapidement. Je veux dire, Necas est à plus qu'un point par game depuis qu'il est arrivé au Colorado. On est déjà rendu quand même à une quinzaine de matchs, fait que l'échantillon n'est pas pire. Je pense que ça prendra pas. C'est beaucoup de gars rentrés en même temps, mais Jared Bednar est tellement un bon entraîneur, puis on a tellement. McKinnon, Makar, en partant, font déjà tellement le gros de la job que oui, Brock Nelson est un gros nom, Charlie Coyle est un gros nom, mais tu sais, on leur met pas une tonne de pression non plus, puis on les entoure bien. Tu sais, je veux dire, Brock Nelson joue déjà avec Valérie Nichushkin. C'est vraiment le genre de lien avec qui tu veux placer un nouveau gars pour l'intégrer rapidement à ton système. Brock Nelson est tu as vraiment pas le coup de patin de McKinnon puis Makar, mais on avait besoin de cette option cette option secondaire-là pour aider nos meilleurs avec McKinnon, Necas et Makar. Nelson, c'est un centre responsable de deuxième trio qui va te marquer une trentaine de buts. La dernière fois que l'Avalanche a gagné une coupe, on avait un gars qui s'appelle Nazem Kadri qui ressemble vraiment pas mal à ce que Brock Nelson fait. On ramène un peu Nazem Kadri sous une autre forme avec Brock Nelson. Puis Charlie Coyle, qui est un gros centre désagréable de troisième trio, tu ne veux pas affronter ce gars-là. Charlie Coyle sur un troisième trio, c'est de l'abondance. Je veux dire, que ça fait là. Habituellement, c'est sur un deuxième trio, un Charlie Coyle. Puis surtout que tu as déjà des Drouin, des Lekkonen, des Nichushkin. On a déjà tellement un bon groupe au Colorado que je pense que oui, c'est 2 gros noms qu'on ajoute en Nelson et Coyle. Mais mes autres stats, ça ne marchait pas. Puis on avait besoin aussi d'un deuxième centre tout court. Fait que je pense que ça va aider tout le monde. Ça va placer tout le monde dans la bonne chaise au Colorado. Il va falloir que ça pogne rapidement parce que les séries arrivent bientôt. Mais ouais, il va falloir que ça va être un gros défi pour Bednar, mais j'ai quand même confiance que l'Avalanche va y arriver. On a certainement des grosses équipes dans l'Ouest qui vont le sortir. Puis malheureusement, il y en a juste une qui va pouvoir se rendre à la finale, mais entre l'Avalanche. Puis là, on parlait des Stars qui a probablement le meilleur groupe à l'attaque pour aller remporter ça. Puis tu as les Jets aussi qui ont juste tout aussi qui va de leur côté. Ça va être le fun. La centrale va être le fun. La centrale va être le fun. Surtout ça. Et finalement, deuxième interrogation qu'on a sur le perron d'église. Vous me direz, il y a question de timing, fait en sorte que ça ne fonctionne plus, mais on va jaser un petit peu de ça. Mathieu Vachon qui proposait Drake May avec DK Metcalf chez les Patriotes, comme quoi ça aurait pu être intéressant. Mais Félix, pas nécessairement DK Metcalf, mais on peut parler de receveurs qui pourraient peut-être aller vêtir l'uniforme des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Qu'en dis-tu? L'année passée, j'ai beaucoup aimé la saison recrue de Drake May. Je pense que j'en avais parlé sur le. C'est ça, mais il n'y avait pas d'armes. Je veux dire, il se ramassait, il y avait Demario Douglas, il y avait. Tout était ordinaire. On n'avait pas de bons receveurs à mettre autour de Drake May. On n'avait pas de ligne offensive non plus. Ça, c'est un autre problème. Puis je pense qu'on va essayer de régler ça au repêchage, mais on n'a quand même pas de receveurs. Puis
quand Mike Vrabel est arrivé avec les Pats, ça s'est mis à dire peut-être qu'on va aller chercher AJ Brown aux Eagles parce que Vrabel, il l'aimait beaucoup avec les Titans. Les Eagles ne laisseront pas partir AJ Brown. J'ai dit ça des Titans aussi il y a quelques années, mais je pense pas que les Eagles, la façon que le contrat d'AJ Brown est fait, je pense pas que c'est réaliste de laisser partir un comme AJ Brown. Surtout quand tu viens de gagner un Super Bowl, je ne change pas de la formule qui vient de fonctionner. Mais oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là sur le fait que ça va prendre un gros receveur pour Drake May, juste qu'il enlève un petit peu de pression sur les épaules. L'affaire, c'est que tu regardes le marché en ce moment, ça va être difficile d'en sortir un. Metcalf était peut-être le dernier qui restait, qui était vraiment réaliste, à moins peut-être de sortir Brandon Ayuk de San Francisco, mais encore là, revient d'une chirurgie au genou. C'est peut-être pas nécessairement le gars que tu veux dès cette année, en tout cas, mais tu sais, là, tu regardes le marché, je veux dire, peut-être que Garrett Wilson va être disponible pour un échange, j'en doute, mais surtout que maintenant, Adams est parti, je pense qu'il va être content de redevenir numéro 1. Puis même si Garrett Wilson est disponible, les Jets ne l'enverront pas à l'intérieur de leur division. Fait que ça, je ne vois pas comment ça va arriver. Metcalf est parti. Je ne sais pas qui. Deebo Samuel n'est pas là non plus. Je ne sais pas ce serait qui. C'est ça l'affaire qui m'inquiète un peu pour les Pats. Puis, je l'ai dit, on a un gros choix au repêchage. Je pense que la ligne offensive est tellement un problème qu'il faut que tu ailles là. Puis peut-être que tu peux justifier au 4e rang de prendre un gars comme Travis Hunter qui est encore là parce que tu vas l'utiliser comme receveur puis l'utiliser aussi en défensive. Mais il n'y a pas vraiment de gros receveurs. Il n'y a pas un Ja'Marr Chase dans ce repêchage-là ou quoi que ce soit. Fait que ça va être difficile de régler ce problème-là. À la limite, n'a pas un Marvin Harrison, tu sais. Non, c'est ça. T'as pas, même pas de Malik Neighbors ou rien. Là. Il y a pas il y a des bons receveurs. Il y a certains receveurs que j'aime dans cette QV-là, mais rien. Mais est-ce que tu veux vraiment aller. C'est ça, est-ce que tu veux vraiment repêcher un receveur peut-être un petit peu trop, surtout avec le choix qui va être réservé? Là. Surtout quand tu as des aussi gros problèmes de ligne offensive et que tu as quand même certains bons joueurs de ligne offensive. Quand tu as des problèmes un petit peu partout. C'est ça, les manques de talent dans cette équipe-là. Puis je pense que tu veux essayer d'entourer Drake May, mais tu regardes le marché d'autonomie, il n'y a rien d'intéressant qui va être disponible. Je dis, veux-tu Christian Kirk vraiment? Là, c'est vraiment. Peut-être Cooper Cup. Peut-être Cooper Cup si les Rams le laissent partir. Puis, mais encore Cooper, là, si Cooper Cup est pour partir en Nouvelle-Angleterre, il va dire bon, c'était vraiment le fun, mais je pense que j'attache. T'es pas Cooper Cup de 2021, t'es un Cooper Cup en fin de carrière et tout qui est plus une option numéro 1 ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il reste un numéro 1. Je pense que c'est aussi peut-être que ça. Il y avait T. Higgins qui a eu l'étiquette de joueur de franchise. Il y avait peut-être Davante Adams qui est avec les Rams maintenant. Je sais pas ce serait qui. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je pense que tu essaies d'en prendre un en 2e ronde. Tu essaies de ne pas reprendre un autre Jalen Polk qui après un an, déjà l'air d'un bust pour les Pats, c'est encore tôt, mais ça n'a pas été une grande saison recrue pour lui. Puis c'est ça qui était, on a quand même repêché lui puis Javon Baker l'année passée, on en a repêché 2 receveurs. Les 2 ont eu aucun impact cette année. Ça va prendre des ressources d'une façon ou d'une autre pour les Pats, mais le marché des joueurs autonomes est tellement épouvantable que je ne sais pas comment on va aller chercher du talent. C'est plus simple que ça, je ne le vois pas. La bonne vieille stratégie de faire juste lancer toujours de commerce jusqu'à ce que quelque chose colle. Ça va être. Je pense qu'on l'a déjà appliqué depuis le départ de Brady. Anyways, juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, juste vous faire le petit quiz du joueur de la semaine. Alors, le joueur cette semaine, devine le joueur, a porté les couleurs de l'Avalanche du Colorado de 2015 à 2018 avant d'avoir... 2025, je pense que c'est une petite erreur. Oui, ça, 2015 à 2018, ouais, effectivement, jusqu'en 2025. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais oui, effectivement. Il a pris une pause Jaromir de 7 ans à son summum en Europe. Alors, de 2015 à 2025, en fait, c'était 2024 même, hein, je dirais. Non, 2025. 2025 a porté les couleurs de l'Avalanche du Colorado, bref, pour avoir joué avec les Hurricanes de la Caroline pour finalement être avec les Stars de Dallas. Je pense que, honnêtement, il faut vivre en dessous d'une roche comme Patrick L'Étoile de Mer pour ne pas savoir de qui on parle, Félix, mais pour le bien de la cause, qui est ce joueur? Mikko Rantanen qui a été impliqué dans la grosse transaction de la semaine, qui a fait jaser de lui pendant une semaine de temps complet et aussi, ce qu'on a appris aussi, a bien failli se ramasser à Toronto contre Mitch Marner. Ça a été discuté entre les Hurricanes et les Maple Leafs. On se serait échangé 2 joueurs autonomes en devenant. Mitch Marner ne voulait rien savoir de partir de Toronto.
Mais ça aurait été quand même une grosse transaction. C'est quand même un Mikko Rantanen pour Mitch Marner. Ça aurait fait pas mal jaser, mais finalement, Rantanen qui a pris le chemin de Dallas, a signé à long terme là-bas. Contrat de 8 ans, 96 millions au total, qui va entrer en vigueur cet été. Pour la prochaine saison. Donc, Mikko Rantanen qui est dans la centrale pour y rester, mais pas avec l'Avalanche. Ah, pour de vrai, l'état-major d'Avalanche doit tellement se tirer les cheveux en ce moment. Il va falloir faire face en série. C'est-tu pas mal comme le plus gros joueur à avoir été changé 2 fois dans la même saison? Ah, ça doit. Vanek, ça avait été ça aussi, mais Rantanen est bien meilleur que Vanek. Je te pensais, Paul Coffey n'avait pas été changé 2 fois dans la même saison, non? Oh, je sais pas. Je sais que Paul Coffey, je sais qu'il avait fait pingouin aux Kings dans la même saison, mais est-ce qu'il avait fait Oilers? Bref, peu importe. Je pense que non, mais ça vous donne à quel point ça a été un désastre. Mikko Rantanen en Caroline et tout ce qui implique, puis maintenant un beau contrat qui l'attend. Puis même le monde nous demande là, si son agent il est chaud, man, parce qu'il a juste vendu pour 12 millions de dollars annuellement, puis les Stars vont OK, puis finalement, puis aussi le gros truc, là, c'est comme, man, tout ce temps-là, c'était comme peut-être une question d'argent avec Rantanen, puis effectivement, ça n'a jamais été une fucking question d'argent avec lui, puis sinon, il y aurait signé à beaucoup plus que ça. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de La Triple Menace. Juste vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via la page des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission telle que via le perron d'église. Sinon, on est disponible sur Instagram et TikTok, où vous retrouvez des petites clips et interagir avec nous pendant la semaine. D'ici là, on va se retrouver la semaine prochaine et espérons-le avec le trio au complet. Anyways, ciao, ciao!